situation s'empire à travers le ciel. Christopher Froome va peut-être abandonner sur le Tour de France. Il est tombé hier. Playing with us at the moment, but Contador has crashed here. And this could be the end of second place in the Tour de France. There's 34 seconds and 42 seconds. The gaps of Pino and Perro behind Valverde. Que les équipes françaises sont piégées avec AG2R, avec Groupama, mais également avec Arkea. L'équipe de Barguil est quand même un petit peu piégée aussi. Donc la Bahreïn aussi, Bahreïn de Nibali. Donc si je vous entends, on pourrait penser que cette contre-attaque finalement n'est pas composée avec les équipes souhaitées et qu'elle risque d'être rejointe par le peloton assez rapidement. Forcément, ça oblige surtout des équipes à rouler derrière, à se découvrir et à s'employer pleinement. C'est le cas, hein, parce qu'apparemment ça n'est pas très loin derrière, donc on a pris cette échappée au sérieux. La Bahreïn, elle a des bons coureurs encore qui auraient dû être présents à ce moment de la course, avec Dylan Teuns, avec Caruso, avec Bernsteiner. On va vite le savoir, bientôt la deuxième montée. On va vite savoir qui roule derrière. Et tout l'intérêt qu'ils ont de rentrer, de revenir très rapidement sur ce groupe qui est dangereux. Mais regardez, on s'entend pas très bien hein, quand même. Hein. Les coureurs s'observent, se jaugent. Il y a aussi, il faut le signaler, 2 coureurs de la formation Jumbo-Visma. Ça gêne peut-être leurs compagnons d'échappée. Oui, puis ils ont surtout besoin de respirer un tout petit peu avant d'attaquer l'ascension. Tout simplement. Donc ils lèvent tout ça. Non pas qu'il y ait une mésentente dans le groupe, mais bon, on a besoin un petit peu de faire baisser un peu les lactates pour attaquer l'ascension. Et on y est justement dans cette ascension avec Hugh Carty ici en première position. Très à l'aise dans les ascensions avec pourcentage. Parce que maintenant dans cette ascension il faut gérer aussi, on ne peut pas monter à n'importe quel rythme. L'équipe Movistar qui roule. Avec 15 secondes de retard, Cyril, par rapport au groupe de poursuivants. 15 secondes, c'est pas grand-chose hein, quand même. Ballerini. Oui, mais il faut les boucher. Voilà, Ballerini a été rejoint. Rappelons que le coureur au maillot bleu turquoise de l'équipe Astana était auparavant dans l'échappée du jour, qu'il a cédé lors de la première ascension. Il a même littéralement explosé avec un Jacopo Mosca qui s'est détaché seul en tête. Et là, maintenant, il est repris par le groupe de poursuivants. Il va être repris d'ailleurs par le peloton. Il ne cherche pas, bien sûr, il ne peut pas suivre le rythme de la course après l'effort qu'il s'est imposé durant ces kilomètres d'échappée. Oui, et un écart qui ne bouge pas, hein. Toujours 15 secondes. C'était plus la Movistar qui roulait en tête de peloton d'ailleurs. Ils sont écartés, ils reviennent. On retrouve l'homme de tête dans les pourcentages les plus forts de cette côte de San Luca, Jacopo Mosca. Mosca qui n'en est pas à sa première échappée au long cours hein, sur le Tour d'Émilie, puisqu'il y a 2 ans déjà, il était présent dans cette échappée, parti pratiquement dès le départ. L'année dernière, c'est Orsini hein, qui lui était déjà présent dans l'échappée matinale, Umberto Orsini, que l'on n'a pas vu, hein, qui n'a peut-être pas encore été repris par les coureurs intercalés.
Ciccone qui est devant. C'est lui qui avait signé le meilleur temps au Tour d'Italie au prologue pour aller le meilleur temps de la montée pour aller chercher le maillot. Le maillot de C'était un petit meilleur peu grimpeur. préservé sur le plat pour faire la montée à fond. Il avait réussi à porter ce maillot. Il l'a porté jusqu'au bout d'ailleurs. Enfin, il l'a perdu entre temps, mais Pas longtemps. il a été le chercher. Il l'a remporté. Ah non, mais on a du beau monde hein, quand même devant. Dans ce groupe de poursuivants, je vous rappelle, Sepp Kuss, Georges Bennett, les deux coureurs actuellement en tête avec leur maillot jaune et noir. Diego Ulissi en 3e position. Diego Rosa en 4e position avec le maillot rouge de la formation Ineos. Zabou Gebre Germé, l'Éthiopien donc de la formation Mitchelton Scott. Et puis présent également dans ce groupe de contre-attaque, l'Américain Hugh Carty. Voilà donc en ce qui concerne la composition de ce groupe. Luis Leon Sanchez qui roule en tête de peloton. Oui, pour Movistar s'est l'équipe écarté. Astana. Hein. Les Movistar se sont écartés. On a vu un coureur d'Arkea Samsic aussi. Je suis fâché avec les nationalités. Hein. Hugh Carty, Elie Gebert. il n'est pas américain, il est britannique tout simplement. Allez. Alors derrière le peloton, est-ce qu'on l'aperçoit? Oui, bien sûr. Il y a une douzaine de secondes, hein, toujours. Mais ça se rapproche un petit peu Ça sous la s'écrème pression de plus en d'Astana. plus. Oh oui, il n'y a plus grand monde dans ce peloton. Enfin, il n'y a plus grand monde. Et ça attaque dans le peloton. Attention. Voilà, pour revenir sur les coureurs intercalés. Au moment où certains insistent et d'autres se relèvent, hein, d'ailleurs. Carty coince devant. Germé aussi. Et c'est Valverde qui attaque avec Nibali dans la roue. Et qui est le coureur de l'équipe Latour. AG2R La Mondiale? Pierre Latour, qui a suivi Nibali. Je suis pas sûr que ce soit la tour. Hein. Non, c'est Hubert Dupont, ça. Non. Non. Non, c'est bien la tour. Essaye encore. Voilà, on va vers un regroupement partiel et pas général. Oh là 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 là, ça écrème de partout. Alors on a vu Ulissi, Rosa et également Ciccone qui étaient restés hein, aux avant-postes alors que les autres qui composaient ce groupe de poursuivants se sont relevés. Et on aperçoit donc Valverde, Nibali notamment parmi les coureurs qui ont opéré la jonction. Il y a un coureur de l'équipe Groupama FDJ qui est un petit peu plus loin derrière, vous l'apercevez, qui est en train de recoller à l'arrière de ce groupe. C'est Rudy Mollard qui vient se glisser donc aux avant-postes à son tour. Enfin aux avant-postes. Oui, aux avant-postes. Et Ulissi insiste. Et Valverde impressionnant. De ce peloton. Voilà. Et Nibali, aussi, pas loin d'être aussi impressionnant. Allez, on revient sur Umberto Orsini qui était intercalé. Il ne reste donc plus qu'un seul homme en tête de la course. C'est Jacopo Mosca. Un seul homme devant ces coureurs que vous avez actuellement à l'image. Le seul rescapé donc de l'échappée matinale. Nibali s'est ravitaillé. Moscone qui est revenu aussi. Allez, Jacopo Mosca qui est passé en tête sur la ligne d'arrivée. Et Pierre Latour qui a pris quelques mètres d'avance sur, vous le voyez, Giulio Ciccone. C'est un peu présomptueux à 30 km de l'arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Roy? Voilà, c'est débridé là, donc c'est vrai que... Vous croyez qu'il cherche tout simplement à recomposer un groupe à l'avant de la course, qu'il le durcit en espérant que certains coureurs se détachent? Ouais, regarde, il profite de cette montée qui s'est faite de façon très très rapide, qui en a mis partout. L'écart est fait, alors que derrière on a une réaction d'un Ça coureur d'équipe temporise, Groupama. Il a raison, enfin, après c'est bien d'anticiper aussi, s'il arrive après à gérer son effort, gérer le pied, lisser sa montée prochaine. C'est bien vu. 1 minute de retard par rapport à l'homme de tête. Rudy Mollard.
et derrière le peloton. 9 secondes. Bon, les écarts sont très minces, évidemment. Et on va voir comment ça se regroupe. On a vu Reichenbach aussi, le champion de Suisse. Scott qui vient de passer. Guillaume Martin. C'est donc la deuxième des 5 ascensions que l'on a effectuées au pied de cette basilique San Luca. Je vous rappelle qu'on est sur les hauteurs de Bologne. San Luca est à peu près à 5 km du centre de Bologne. Et un homme est en sursis. Vous l'avez à l'image. C'est Jacopo Mosca, le coureur de l'équipe Trek, poursuivi par l'un de ses équipiers, puisque l'on a vu que Giulio Ciccone était toujours dans le coup. On va le retrouver justement, Ciccone, en compagnie de Pierre Latour. Et là, apparemment, un écart a été creusé par les deux poursuivants. Bon, ils inquiètent peut-être moins le peloton, Cyril, que tout à l'heure les 7 coureurs qui étaient sortis. C'est évident. Pierre Latour qui a à cœur de faire une belle fin de saison. Il était un peu frustré sur le Tour d'Espagne. Il était au championnat du monde contre la montre individuelle. Maintenant, place à la dernière partie de saison. Course en Italie. Rappelons-le, il a été blessé en début d'année. L'année un petit peu blanche pour lui. Ce serait bien qu'il aille chercher des résultats pour finir la saison en pleine confiance. Oui, c'est important de bien finir la saison pour le moral avant tout. Pour le moral, pour passer un bon hiver, effectivement. Je sais que les coureurs de la formation AG2R, la mondiale, ont eu l'habitude, en tout cas pris la bonne habitude dans un passé récent de s'illustrer. Regardez le peloton sur ces courses italiennes. Ce qui reste du peloton. Oui, il n'y a plus grand monde. Les 25 coureurs. Cody Mollard s'est fait rattraper. Alors je vois pas de Godu. Est-ce que Barguil est présent? Guillaume Martin est en fin de ce groupe. Donc David Gaudu aurait disparu de ce groupe apparemment. Vu d'hélicoptère là je ne l'ai pas vu. Oui, je vous disais que sur ce Tour d'Émilie, la formation AG2R La Mondiale avait pris l'habitude de jouer placé ces dernières années. On a bien sûr en mémoire il y a 3 ans la 2e place de Romain Bardet. Mais il y a eu également, il y a 2 ans, la 6e place d'Alexis Villermo, la 15e place de François Bidard en 2014 et la 13e place de Pierre Latour en 2013, alors qu'il était tout jeune coureur néo-professionnel. On rappelle que les Français, sur le Tour d'Émilie, n'ont pas eu l'occasion de gagner souvent, une seule fois dans l'histoire de cette classique italienne. Et cela remonte à 1987. Jean-François Bernard s'était imposé. Romain Bardet, Luc Leblanc, Charlie Mottet, Gilles Delion et Yvon Madiot, le directeur sportif de David Gaudu, ont eu l'occasion de monter sur le podium de cette classique, mais les Français n'ont quand même pas souvent connu la réussite. Alors pour l'instant, Mosca a donc 50 secondes d'avance, je dirais plus que 50 secondes d'avance sur les 2 poursuivants. Et puisque l'on parle de Pierre Latour et de Giulio Ciccone, ils ont quand même une trentaine de secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. D'ailleurs, on voit que Ciccone est en train d'attaquer Pierre Latour. C'était, je pense, une erreur de trajectoire de Pierre Latour dans la descente. L'équipe Trek, visiblement très efficiente sur ce Tour d'Émilie. Oui, je pense que Pierre Latour, il a dû se rater dans la petite épingle à cheveux là. C'est une descente assez technique et une route pas toujours en très bon état. Donc le premier passage n'est pas forcément suffisant pour savoir où on met ses roues, surtout qu'après quand on est dans un groupe, c'est différent quand on est tout seul.
croyez que le titre de champion du monde obtenu par Mats Pedersen, même s'il ne portait pas son maillot d'équipe, puisqu'il appartient lui aussi à l'équipe Trek, a malgré tout créé une forme d'euphorie dans cette équipe américaine? Parce que là, pour l'instant, on ne voit que sur cette... Ça ne peut pas desservir en tout cas. C'est Non, toujours ça plaisir booste de plutôt voir un sur le équipier. plan du mental, plan de la motivation. On se retrouve avec un champion du monde dans l'équipe, c'est C'est quand pas même pas rien. n'importe quoi, c'est pas rien quoi. C'est pas une équipe qui a Voilà, gagné énormément de voilà, courses Pierre cette Latour, saison. il est un peu crispé Il a là. du mal dans la descente, Pierre. Allez, Ah, ce serait un peu dommage. ouais, ce serait dommage. Il a fait le plus dur en suivant les efforts, les échappées sur les 2 premières montées, en faisant le break. Vous parliez de blessure, Pierre Latour qui s'est fracturé le poignet. C'était une chute à l'entraînement en tout début d'année alors qu'il devait disputer le Tour des Émirats. Il était tombé donc à Dubaï. Et c'était lui, vous voyez que c'est parfois important de bien finir la saison, mais lui il avait plutôt très mal commencé. D'autant qu'on se souvient que Je crois l'année qu'il précédente, s'était c'était blessé déjà... en stage déjà cet hiver aussi. Et puis il y avait eu cette chute sur la Classica San Sebastian où il s'était fracturé une vertèbre il y a 1 an et demi. Donc déjà quand même je dirais des blessures sérieuses pour ce coureur âgé de 25 ans seulement. Oui, à signaler que Mosca ne perd pas de temps dans cette descente. Visiblement, il la connaît par cœur. Et malgré l'ensemble des efforts qu'il a consentis depuis le départ, eh bien, grâce à ses qualités techniques et la prise de risque max qu'il a, eh bien, il conserve, voire même il augmente son avance sur Ulissi. Ulissi qui est quand même aussi, il fait partie des très bons descendeurs. Ce qui met d'ailleurs un peu en difficulté Pierre Latour, et on peut comprendre que Pierre Latour soit un petit peu crispé après tout ce que vous venez de dire sur ses malheurs depuis 1 an. Je comprends qu'il soit un peu sur les freins et qu'il arrive un petit peu et souvent hors trajectoire. Là, vous avez, il arrive vraiment au cordeau. C'est propre. Jacopo Mosca à nouveau dans le centre de Bologne. Là, c'était un petit peu moins propre. Il a été obligé d'ouvrir la trajectoire, et ça, quand tu ouvres la trajectoire, tu n'es pas sûr de te récupérer derrière. Et Faut Pierre vraiment qu'il y ait Latour un ne bon s'en grip cache au pas. sol. Ne s'en cache pas. Dans une interview, il a dit qu'il avait un petit frein encore psychologique dans les descentes. Et c'est vrai que ça peut que lui faire du bien de faire ces échappées là, de reprendre un peu confiance, d'avoir aussi un coureur devant lui pour lui faire la trajectoire et reprendre petit à petit confiance. Ouais. C'est là où est le problème, c'est que quand on a peur et qu'on est un peu crispé, ben, malheureusement, on ne va pas chercher la bonne trajectoire, justement parce qu'on est crispé. Rien à voir avec Mosca.
Risotoli. Barnieri, Risotoli.